bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde on va parler du sujet crucial en ce dernier jour des assises, dernière heure, un sujet ô combien crucial. Je pense qu'on va avoir pas mal de retardataires, mais sinon on est enregistré. Donc voilà, je pense que vu que le sujet a été abordé dans à peu près tous les couloirs pendant 3 jours, hein, on ne peut pas dire que c'est un sujet sans importance. C'est non seulement la pénurie de talents, peut-être la guerre de talents qui touche le domaine de la cyber et aussi plus largement le domaine de l'IT. Alors il y a unanimité. La situation est grave, il faut réagir, comme dit notre titre. Je suis Cécile Desjardins, je suis journaliste et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour en parler en compagnie de 3 professionnels au parcours très varié. Alors, Gilles Casteran, bonjour Gilles. Bonjour Cécile. Il faut que tu parles dans le micro, on va commencer tout de suite parce que sinon bonjour ça n'enregistre pas. Bonjour tout le monde. Gilles, tu as un parcours classique au premier regard, une école d'ingénieur, un passage en informatique, les grands groupes, mais aussi une petite tendance à la création d'entreprises. Et tu es aujourd'hui dirigeant de EGAV, ta société de conseil. Voilà. Oui, donc on y reviendra. On y reviendra. Ouais. Ça marche. À tes côtés, Martin Jalland. Bonjour Martin. Bonjour. Alors, il y a un point d'interrogation, ça arrive, c'est une coquille. Tu es Regional Cyber Security Manager chez Schneider Electric. Alors, je lis tout de suite, mais on y reviendra largement, en dépit de ton jeune âge. Je sais que c'est très relatif, mais de ton jeune âge. Tu en es déjà à ta 2e tranche de vie professionnelle, puisque tu t'es reconverti après 7 années dans la pâtisserie et la restauration. Je crois que tu viens de terminer ta formation, ta reconversion, au début de la semaine. C'est ça. Et tu as passé 4 ans à l'école 42 et tu termines 1 an d'alternance chez Schneider. Et on verra ce qu'ils font. Après, tu nous raconteras si tu y restes ou pas. À tes côtés, Emmanuel Rétif. Emmanuel, tu es un spécialiste du capital humain. Toi, tu as travaillé dans des secteurs variés avant d'atterrir en 2017 dans l'univers Capgemini. Aujourd'hui, tu es directeur des ressources humaines de Cloud Infrastructure Service France chez Capgemini. Exactement. Alors, le constat, je pense que vous l'avez tous fait. En ce moment, on se bat pour récupérer des jeunes gens brillants, des jeunes gens expérimentés, des cadres très sages, bref, à tous les niveaux. Mais je voudrais qu'on fasse un point peut-être un peu chiffré sur ces besoins aujourd'hui dans le monde de la cyber, en nombre, en qualité. Est-ce que tu peux nous faire peut-être, Gilles, un point sur cette guerre des talents ? Oui, je peux donner quelques chiffres. Alors, on parlait il y a... Alors, des jeunes et des moins jeunes. La question, c'est il y a pénurie sur la totalité des besoins en termes de personnes sur la partie cybersécurité. Alors, c'est d'autant plus important qu'en fait, on le voit bien, autant il y a beaucoup d'innovations sur la capacité d'anticipation et d'automatisation dans la cybersécurité, mais comme il y a pénurie de talents, ça va être de plus en plus compliqué à protéger, et en tout cas à protéger et à défendre nos entreprises de façon collective. Donc quand on regarde les chiffres, il y a quelques années, on disait qu'il manquait, on était à peu près tous d'accord, 5000 experts il y a 3 ans. Maintenant, on entend 7000, 10 000. Alors, ces chiffres, en tout cas, ils sont représentés. On a fait, puis il y a Pierre-Luc qui est présent, mais on a fait un exercice de baromètre de la cybersécurité auprès des responsables de la sécurité des systèmes d'information ou des directeurs de la cybersécurité, avec les assises de la sécurité il y a quelques mois. Et on a interrogé l'ensemble, un panel de 50 directeurs de la cybersécurité alors, il y avait des questions sur la posture, sur la valeur ajoutée de la cybersécurité de l'entreprise. Et puis, il y avait une question sur les talents. Alors, autant sur les autres questions, c'était assez équilibré. Autant sur la partie talent, si on pose la question, est-ce qu'il y a pénurie, 100% répondent qu'il y a pénurie. Si on pose la question, est-ce qu'il y a guerre des talents, là, on va trouver 80%. Et à la question qu'il faut qu'il soit traité, c'est la question, on en parlera peut-être après, autour de la partie salariale et grille salariale, la capacité qu'ont les entreprises à proposer des parcours dynamiques. Donc voilà les grands chiffres. L'autre chiffre, et puis en plus on n'est pas un bon exemple là autour de la table, c'est la part
la mixité dans notre métier, hein, elle est de 11,8%, 12%. Et puis il y avait des chiffres du SIGREF qui sont apparus il y a 2 jours, je crois, qui montraient que globalement pour le digital, il y a même une tendance à avoir de moins en moins de femmes dans le monde du digital. Donc ça devient vraiment un vrai sujet. Alors l'analyse est simple, hein, si on arrive à faire 50-50 ou 40%, ça va ramener des capacités, en tout cas en termes d'expertise, de talent et de manager de la cybersécurité, qui seront en effet de plus en plus importantes. Emmanuel, un complément peut-être. Je sais que tu t'étais penché aussi sur une étude de l'APEC. Oui, alors on avait vu, je crois que c'est entre 2017 et 2021, nous disait l'APEC qu'en gros, ils avaient constaté qu'on avait à peu près 7000 offres qui étaient publiées. Je regarde un peu mes notes parce qu'il y a toujours plein de chiffres dans nos métiers. Et effectivement, on le voit bien que l'évolution du marché est extrêmement dynamique, ne serait-ce que dans nos entités et dans mon entité. Sur cette année, on est à 400 recrutements de lancés. Donc c'est effectivement un vrai besoin. Et je pense qu'on l'évoquera un peu plus loin dans le parcours de notre société, de notre environnement. Alors, je pense que vous êtes là pour des bonnes pratiques, des conseils très, très concrets et peut-être, Emmanuel, toujours, si tu nous dis, en tant que DRH, quel serait ton kit de base pour essayer de recruter ? Ah, le kit de base. Alors, on va poser déjà les fondamentaux du premier. Je pense que tout le monde le connaît, même si vous êtes présent, c'est le télétravail. Très honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas un seul recrutement sur lequel on n'a pas la question quel est le télétravail, comment ça s'organise, combien de jours. Donc ça, c'est un point clé. À titre d'exemple, pour Capgemini, aujourd'hui, on a un accord télétravail qui a été signé en fin d'année dernière. Le minimum que l'on demande aujourd'hui à nos équipes, c'est 4 jours sur site par mois. Donc, voilà, je pense que vous avez compris. Donc, bien évidemment, ensuite, c'est le rôle du management d'équilibrer en fonction du besoin de nos clients, des sécurités d'accès que l'on a besoin d'avoir pour nos sites. Donc, premier sujet, télétravail, ça c'est clair. Bon, je vais faire le deuxième tout de suite, comme ça, on va tous les deux mettre sur la table. Donc, la rémunération, on en parlait il y a un instant. Donc, on est dans un environnement qui a un peu perdu le sens des notions. On est sur des éléments de rémunération qui sont hors scope. Déjà, les ingénieurs étaient bien en progression. Les business schools, avec le côté business, juste avant school, nous avaient déjà donné la trace. Mais la cybersécurité, on est effectivement sur des rémunérations qui sont effectivement un peu hors normes. Mais on les assume si à partir de ce moment-là, on trouve de la compétence, y compris chez nos jeunes. Et je fais un clin d'œil à mon camarade de table ronde. Et puis, le troisième point, une fois qu'on a posé télétravail et rémunération, c'est deux choses qui sont liées. C'est qu'est-ce que je vais faire ? Quelle va être mon implication dans cet environnement cyber ? Quel est le sens de ma mission ? Et puis, quels vont être les contenus des missions que je vais réaliser ? C'est-à-dire, est-ce que je vais me faire plaisir ou est-ce que je vais aller ? Et je pense que là aussi, on pourra parler du sens et peut-être même un peu tout à l'heure du Cyber for Good que nous avons innové chez Capgemini. Juste un point sur la rémunération, Emmanuel. Si on doit comparer à, je ne sais pas, moi, il y a 2 ans, il y a 5 ans, on est à plus combien ? On a pris 25 ou 30%. On va vous donner un standard. Aujourd'hui, on recrute en gros un ingénieur autour de, allez, on va dire sur 37. Voilà. Après, ça peut jouer façon de l'école. On commence à discuter avec des cyber à 42 et on discute plutôt au-dessus. Voilà. Et ils ont, comme j'aime parfois le dire, vous pressez le nez, il y a encore de la grenadine qui sort. Donc, ils sont super jeunes. Alors, on va faire réagir Martin sur tout ça, mais avant, je voudrais que, Gilles, toi aussi, tu nous donnes tes grandes pistes, et puis j'aimerais que, Martin, tu nous donnes ton avis de moyen jeune. Enfin, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit, évidemment, Emmanuel, puisque je partage exactement les points. Il y en a un que je donnerais, mais je pense qu'il était inhérent à ce qu'il disait, c'est la formation. C'est en fait emmener très très tôt et être infini sur la formation. On a des métiers qui évoluent. Et en fait, ce que les gens cherchent, alors jeunes ou moins jeunes, c'est d'évoluer. Alors, il y avait même
conférence avec Alain Bernard qui expliquait les objectifs différents qu'il y avait quand alors tout le monde ne sera pas champion olympique, hein, mais en tout cas les objectifs. Et quand on est jeune, qu'au départ, ce qu'on cherche, c'est apprendre à s'améliorer. Et donc, je pense que le parcours de formation et voire même de professionnalisation était un des points clés. Et puis évidemment, le sens, là, pour reprendre ce qu'a dit Emmanuel, j'ai même le petit pins Cyber for Good. Donc, donner du sens à nos métiers. Et il y a beaucoup de choses à faire. Alors Martin, j'ai fait un peu de teasing moi tout à l'heure aussi en disant que tu avais un parcours... je ne sais pas s'il est surprenant, enfin moi il m'a surprise, mais je ne sais pas, peut-être que tu n'es pas le seul. Mais raconte-nous un peu comment tu es arrivé jusqu'ici ce soir. Et puis, je pense qu'il y aura des questions et de ma part et de la salle. Et puis, je te demanderai de réagir aussi, bien sûr, sur ces pistes. Oui. Alors, comme l'a dit Cécile juste avant, j'ai un parcours un peu atypique. Ce que je viens de la restauration, j'étais pâtissier en restaurant pendant plus de 7 ans. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter. Donc la première question, c'est qu'est-ce que je vais faire ? Donc j'avais déjà à ce moment-là, moi, une passion pour l'informatique. Donc j'ai cherché les écoles, comment reprendre des études, comment me lancer dans l'informatique. Donc moi, j'ai découvert l'école 42. Que j'ai intégré en 2018. Et c'est dans cette école, en faisant de la programmation, que j'ai découvert du coup l'univers de la cybersécurité qui m'était quasiment inconnu avant. J'avais quelques connaissances que j'avais vues sur Internet, mais c'est vraiment là-bas où j'ai appris tout ce qui composait ce domaine, qui est assez large finalement. Et du coup, suite à cette découverte, via l'école 42, j'ai fait une alternance d'1 an chez Schneider Electric, dans l'équipe régionale CISO pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique, avec Eric qui est juste là au premier rang. Et du coup, voilà, je viens de finir lundi mon alternance d'1 an, où j'ai obtenu mon diplôme de Bac plus 5, qui du coup est plutôt axé programmation, mais je me spécialise dans la cybersécurité. Merci. Alors, on se voit après. On se voit après parce que j'ai... Pardon, excusez-moi. Si on revient un peu en arrière, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas lancé, alors pas forcément dans la cyber, mais dans l'informatique, puisque c'était ta passion, beaucoup plus tôt ? Parce que tu as peut-être aussi une passion pour la pâtisserie à l'époque, mais vu d'ici, on a l'impression que tu t'es un peu fourvoyé quelques années. Alors, je me suis pas fourvoyé, c'est pas du tout une erreur, c'est même... je suis très content d'avoir eu cette expérience en pâtisserie et je pars du principe qu'il faut jamais regretter une expérience, quoi que ce soit. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses de partout, autant garder les bonnes choses. Et ces 7 ans en pâtisserie m'ont forgé, ont fait ce que je suis aujourd'hui et m'ont permis aussi de pouvoir intégrer l'école 42 notamment, qui demande une assiduité, un rythme assez particulier. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément avant et que la restauration m'a amené. Donc je ne pense pas que ça soit une erreur, au contraire. Ensuite, sur le pourquoi j'ai pas fait de l'informatique avant, je pense que c'est tout simplement un manque d'accès, de connaissances par rapport à ça au niveau scolaire. Je viens pas d'une famille qui a des liens avec l'informatique. Mes parents ne travaillent pas du tout dans ce domaine-là. Donc j'ai jamais eu, quand j'étais jeune, un accès privilégié, on va dire, à l'informatique. Donc j'ai découvert ça un peu sur le tas, un peu par moi-même, plus tard en travaillant, quand j'ai pu m'acheter mon ordinateur, monter ma tour, comme font tous les jeunes maintenant. Est-ce que je peux traduire que la sensibilisation à l'informatique n'est pas suffisante dans les écoles, dans les collèges, enfin, je ne sais pas à quel moment tu aurais voulu qu'on t'en parle plus. Et si alors, je t'écoute et puis après on va poser la question à tes voisins, alors, presque comme un reproche. Alors pour aujourd'hui, je pourrais pas le dire parce que je ne suis pas à l'école, au collège ou au lycée aujourd'hui.
Mais en tout cas, quand moi j'y étais, c'est vraiment quelque chose qui manque. Les seuls cours d'informatique que j'ai eus au collège étaient du Word et du Excel, qui sont utiles, mais qui sont très basiques, très limités. Si en comparaison, on prend l'exemple d'Israël, en Israël, aujourd'hui, dès le collège, fin collège, début lycée, pardon, ils mettent en place des cours de cybersécurité. Donc c'est vraiment très tôt par rapport à en France où ça vient en post-bac, plutôt dans des études d'ingénieur. Donc je pense que oui, aujourd'hui, on manque de sensibilisation à l'informatique en général dès le plus jeune âge. Emmanuel, en tant que DRH, une réaction? Oui, Vous travaillez avec les collèges, lycées Oui, on travaille. Alors, on parlait de l'attractivité de la filière. Alors, je vais vous rappeler quelques valeurs de Capgemini qui soutient le rugby. Le rugby, c'est le collectif. Donc, si la cyber n'est pas attractif, nous sommes tous autour de cette salle acteurs de ce changement de demain. C'est à nous de jouer et c'est pas qu'un épiphénomène ou qu'une gestion individualisée du sujet. Donc après, effectivement, le travail avec les écoles est important et d'arriver à emmener, à faire en sorte que notre filière soit attractive et qu'on puisse avoir des partenariats avec un certain nombre d'écoles, et ce, dès le stage, l'alternance, très tôt, en fait, dans le cursus scolaire, mais c'est déjà encore trop tard, parce que c'est bien en amont qu'il faut aller chercher cette envie d'aller vers les filières techniques. Et tu nous as fait remarquer qu'il n'y avait pas de femmes autour de cette table. Heureusement, on a une directrice de cybersécurité qui est ici présente sur le CAP. Mais effectivement, de montrer que ces filières-là ne sont pas des filières techniques genrées, pour prendre ces termes un peu. Ce n'est pas réservé aux gars, mais c'est bien une question de talent. Et les talents, ils se conjuguent aussi au féminin dans nos filières. Alors, on a un micro là. Si vous avez des questions à poser, l'idée, c'est quand même peut-être aussi d'amorcer la discussion. Je ne vais pas réserver les questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à me lever la main. Merci. Vous m'entendez? Oui. Je m'appelle Jonathan Phaéton. Je suis nouvellement arrivé au poste de chef de projet cybersécurité à la région Sud, donc avec comme projet le développement du CICERT régional et du campus cyber régional. Juste, je dis ça parce que je viens d'arriver dans le secteur du cyber. Avant, je travaillais à Paris dans le secteur de la gestion de crise dans différents ministères. Et en fait, moi, je suis un peu surpris de la pénurie de talents parce que de mon point de vue, je voulais basculer dans le cyber. J'ai proposé à mon employeur de me former en m'envoyant à l'ANSSI pour une formation d'1 an gratuite. Ça a été refusé. J'ai contacté un très grand nombre d'entreprises en disant, voilà, j'ai ça et ça comme compétences, il y a des liens entre la gestion de crise et le cyber, j'ai besoin d'être formé, pas de réponse ou alors des noms. Et franchement, j'ai ratissé large en tapant sur des RH, en allant directement taper dans les équipes techniques. Et en fait, tout le monde veut des talents, mais j'ai l'impression que personne ne veut les former. Gilles, je crois que c'est pour toi, ça. Oui, alors je vais reprendre là, ce qu'on dit, c'est qu'on a un vrai problème d'attractivité. Mais pas que pour les jeunes, parce qu'on a parlé tout à l'heure justement d'attractivité pour les jeunes. Notre profession n'est pas attractive et ne sait pas faire venir ou aider, accompagner finalement tous les acteurs qui sont autour de notre métier. Parce que notre métier, ce n'est pas qu'un métier technique, il y a plein de différents métiers dans la partie cybersécurité. Donc il y a des métiers de management, il y a des métiers proches de la conformité. Alors pour aller dans le sens que vous disiez, c'est qu'on n'est pas suffisamment créatif pour faire venir des gens ou ceux qui ont envie d'y aller. Et pourtant, moi, je vais donner 2 exemples d'exercices que j'ai fait, que j'ai lancé. Pour régler le problème de l'attractivité et de la mixité, j'ai été donner des cours de formation en stratégie de la donnée et en cybersécurité dans une université de droit, avec des juristes. Alors, ça règle 2 problèmes. C'est une population qui, naturellement, va pas forcément sur la cybersécurité. Et en plus, celle-là, elle est mixte. Donc c'est une population, dans les étudiants, il y a à peu près 50% de femmes et 50% d'hommes. Et quand on pose la question de les attirer dans le métier de la sécurité, ils sont très volontaires, et principalement les femmes.
parce que ce qu'ils aiment, c'est la partie plus conformité. Alors, c'est le sujet que tu traites, toi, mais il y a ces types de métiers-là. Et l'autre sujet, c'est que dans la révolution des modes de travail, il y a une population qui est de plus en plus isolée du marché de la cybersécurité, c'est tous les freelances. Et il y a un vrai sujet, parce qu'il y a une partie de la population qui veut aller vers, on dirait l'entreprise complètement libérée, c'est-à-dire son entreprise seule. Et donc, il faut être capable de permettre à tous ces freelances, finalement, de pouvoir accéder aux gros projets, qui sont aussi les projets des très grands groupes, mais en même temps, de pouvoir aussi, aux grands groupes, d'accéder à l'expertise. Alors, oui, Gilles, mais j'ai quand même l'impression que la question, là, c'est quand tu as un volontaire qui veut rentrer dans le secteur, tu l'orientes vers qui, vers quoi pour être formé ? Qui viennent nous rejoindre. Qui viennent rejoindre des sociétés plus petites, si les grosses ne répondent pas, qui viennent... Dans le micro, sinon ça ne marche pas. Ce qui intéresse les grosses entreprises, c'est des gens qui sont déjà formés. On n'a pas la capacité de former un interne. Non, je pense que c'est pas... non, je pense que ce qui... Alors, comme je dois être le plus gros, hein, on est 6000 en France, dont 1000 demain sur la cyber, donc sur le groupe Capgemini. On n'aurait pas une politique d'alternance aussi forte si on attendait effectivement que d'avoir des gens formés. Donc quand on dit l'attractivité, il faut déjà commencer par amener... Et être responsable, hein. C'est aussi un engagement de formation de nos jeunes, hein, comme on dit, avec un vocabulaire bienveillant, et on en embarque un sacré paquet par ce côté-là. Je vais poser ma question et puis je vais reformuler un peu ce que j'ai dit, parce que effectivement, alors l'alternance pour moi, j'appartiens au groupe La Poste, Michel Dubois, j'ai fait 27 ans de carrière dans les armées comme officier, et j'ai rejoint le groupe La Poste en 2018, je suis un des agents du directeur cyber du groupe. On est en train de monter en interne une école de la cybersécurité, qui va aller de la sensibilisation jusqu'au doctorant en créant une chaire, et donc on couvre tout le périmètre. Le groupe La Poste, c'est le premier employeur d'alternants en France. Et effectivement, l'alternant, en fait, on prend des gens l'alternance, on ne commence pas à zéro, il n'y a pas d'alternant en post-bac. Donc l'alternant, on prend des gens qui ont déjà commencé une formation, et on complète la formation en les intégrant chez nous. Sur l'attractivité de la formation, je suis enseignant-chercheur en parallèle, j'enseigne en master spécialisé, j'enseigne en école d'ingénieur. Le problème que l'on a aussi, c'est que tous nos jeunes en master spécialisé rêvent que d'une chose, c'est faire des thèses d'intrusion. Donc il faut aussi qu'on les fasse rêver, je pense, je vous vois sourire, mais il faut qu'on les fasse rêver sur les autres métiers de la cybersécurité. Et moi, un de mes enjeux, quand je vois, je dis, mais la fonction de RSSI, la fonction de spécialiste gouvernance, et ainsi de suite. Donc il y a d'autres métiers à faire rêver. Et le troisième volet, on a parlé tout à l'heure de mes remarques, après je vous laisserai intervenir, mais on a parlé des salaires. Alors je suis un peu surpris parce qu'effectivement, on entend partout parler de salaires qui augmentent. Vous avez parlé de 42 000 euros pour des jeunes qui intègrent. Moi, j'ai fait mon master spécialisé en 2006. Tous mes camarades de promotion sont partis entre 40 et 45 000. Et certains sortant d'école d'ingénieur parce qu'ils faisaient leur 5e année d'école d'ingénieur en parallèle du master spécialisé. Donc je me dis, 2006-2022, il n'y a pas eu tellement d'augmentation. Pour les jeunes sortis d'école. Alors, il y avait une question dans le fond, j'ai repoussé un peu. Et... C'est comme HEC. Oui, bonjour, moi je suis en charge de la formation continue chez EPITA, École d'ingénieurs. Et je voulais répondre peut-être à monsieur, parce que j'ai l'impression que votre question, c'était plutôt que vous aviez trouvé une formation, vous souhaitiez y aller, et qu'en fait, il y avait un problème de financement finalement. Ouais, c'était un peu ça. Très rapidement, j'étais dans un ministère, ouais. Et donc à l'ANSSI c'était gratuit, mais en fait il fallait me remplacer, donc créer un poste et c'était pas possible. Et ensuite j'ai postulé très largement dans le privé, y compris des acteurs qui sont autour de cette table. Et en fait le dispositif n'existait pas visiblement pour me prendre en charge. Alors donc voilà, c'est un petit peu là où je pense qu'il y a une responsabilité collective. Quand vous avez parlé de responsabilité collective de la communauté, c'est vrai qu'il y a quand même, nous on constate beaucoup de personnes qui souhaitent se réorienter vers leur carrière vers ces métiers de la cyber,
mais qu'ils se trouvent confrontés en entreprise à une difficulté parce que personne n'accède réellement à leurs demandes, c'est-à-dire c'est les RH, etc., qui ne veulent pas. Et bon, voilà, ça c'était... Aujourd'hui, alors il y a un problème d'attractivité de la filière, ça on est bien d'accord. Mais outre ça, les formations, elles existent. Quand vous regardez sur le site de l'ANSSI, l'ensemble des formations professionnelles, il y a un label SECNUMEDU FC qui existe, et elles ne sont pas remplies. Or, et c'est pas faute de candidats, c'est pour des problèmes de financement, etc., etc. C'est très compliqué, et ça demande un véritable accompagnement des RH et une vraie volonté des RH. Nous, on a travaillé avec certaines entreprises qui, dans des domaines parallèles, acceptent de reskiller comme ça un certain nombre de collaborateurs, mais ça vient de l'entreprise, en fait. Voilà, c'était juste un témoignage. Martin, peut-être une réaction dans tes camarades de promo. Est-ce que vous étiez nombreux à avoir ce type de profil un peu, ce que j'ai appelé atypique tout à l'heure, est-ce qu'en fait l'atypisme, il est assez courant? Alors, à 42, oui. J'ai pas de chiffres, mais c'est une école qui est ouverte à tout le monde, que ce soit en post-bac. On peut ne pas avoir le bac. On peut travailler depuis 15 ans dans un métier qui n'a rien à voir avec l'informatique. C'est une école qui est ouverte à tout le monde. Donc du coup, je connais beaucoup de personnes qui aujourd'hui travaillent dans l'informatique et ne sont pas du tout issues de ce milieu-là. Une question peut-être un peu indiscrète, tu as le droit de me dire comment ça se finance, une école 42 ? Alors l'école est gratuite et grâce à des partenariats avec la région, avec Pôle emploi, on a des financements qui nous permettent de vivre comme des étudiants. On a les statuts d'étudiants d'ailleurs, des bourses, des rémunérations. Aujourd'hui, quel regard a le monde de la cyber sur ton parcours ? Les gens le savent, tu le caches. Enfin, là, tu fais ton coming out ou tout le monde le savait ? Non, c'est pas du tout quelque chose que je cache, au contraire. C'est quelque chose qui, pour moi, fait une force pendant les entretiens. C'est notamment grâce à ça aussi que j'ai été pris chez Schneider, après discussion avec mon ancien chef, mon ancien tuteur qui sont là. Si j'ai été pris, c'est grâce à mon parcours, à mon profil un peu atypique et grâce à mon école aussi qui est un peu reconnue, mine de rien. Et du coup, ça me fait une force dans mes entretiens, dans mes candidatures. Un autre point de réaction, tout à l'heure, je crois que c'était Emmanuel qui évoquait le sens et enfin, je sais plus, l'importance du sens et de porter l'entreprise. Est-ce que, sans te demander un jugement sur Schneider, est-ce que ça fait partie de tes critères quand tu as regardé et les différentes alternances et quand tu vas peut-être choisir de nouveaux cieux? Est-ce que, si on est franc, parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup, le sens, l'engagement, les projets, je redonnerai la parole à Emmanuel, c'est important ou c'est pas le premier sujet que tu regardes? C'est pas forcément le premier sujet que je regarde, mais ça reste quand même important. Je vais plutôt partir sur l'éthique d'une entreprise. Pour moi, compte. Et je vais même parler un peu plus largement que pour moi. Pour beaucoup de mes collègues, de mes connaissances, ça compte quand même beaucoup dans l'entreprise en elle-même. Est-ce qu'ils vont candidater pour cette entreprise ou pas? Je connais pas mal de personnes qui refusent de candidater dans des entreprises qui proposent le poste idéal pour eux, mais parce que l'éthique de l'entreprise ne leur convient pas. Alors, je trouve qu'il y a un glissement de définition qui est assez intéressant. On est parti du sens. Tu arrives à l'éthique. Alors, j'ai envie de vous faire réagir, Gilles. Le sens, quand j'ai dit sens, est-ce que tu as pensé éthique ou est-ce que tu as pensé aller ramasser des déchets le samedi matin en équipe? Oui, enfin, il y a les deux. La partie éthique d'une entreprise fait partie du sens qu'on y donne, du sens de l'entreprise, du sens qu'on donne à son travail. Et si ça ne se fait pas dans un cadre éthique,
ça devient un vrai sujet, et notamment sur nos métiers, qui manipulent de la donnée. Donc ça, même si on va un peu plus loin, l'éthique autour de la donnée des entreprises devient un vrai sujet pour attirer le sens. Mais il y a le sens que donne l'entreprise qui veut le donner, et je pense qu'Emmanuel en parlera pour Capgemini, mais il y a surtout le problème du sens de notre profession. Ce qu'on ne sait pas, nous, suffisamment peut-être valoriser, communiquer pour l'attractivité de notre activité qui est la cybersécurité, c'est qu'on ne donne pas suffisamment de sens. Or, on le voit très très bien dans ces moments de tension, l'apport que peut apporter notre métier, plus globalement, et puis l'exigence qu'il y a de renforcer la protection et la défense de l'ensemble de façon collective et de l'ensemble de nos infrastructures partagées, justement pour que notre économie continue à fonctionner, que la santé continue à fonctionner. Donc on a aussi un sujet de sens plus global, et ça c'est le jouet collectif des joueurs de rugby, ou des joueuses de rugby d'ailleurs, repose vraiment sur ce point-là. On a vu dans la prise de parole de Michel Dubois tout à l'heure que c'est plus les hackers rois du pentest que des gens qui vont sauver l'économie, c'est ça? Dans sa population d'écoles d'ingénieurs et d'experts qui traitent, évidemment. C'est pour ça que je le disais, dans la cybersécurité, il y a plein de métiers différents. Et donc quand on prend des parties, en fait, on ne parle pas toujours de la même chose. Mais notre filière embrasse tous ces sujets. Et c'est avec cette filière-là qu'il faut amener finalement un sens qui va au-delà. Donc quand on prend les ingénieurs, évidemment, l'expertise, le pentest, et on y met de l'éthique d'ailleurs de plus en plus dans ces métiers-là, mais ça sera pareil sur la partie conformité, avec toutes les évolutions, les aspects leadership, communication, enfin tous nos métiers qui entourent la cybersécurité. Emmanuel, une rapide peut-être réaction sur l'engagement et le sens tel que tu le conçois, toi, chez Cap, avant que d'autres Cap... Je pense que l'actualité nous donne un peu quelques éléments. Je veux dire, si effectivement la cyber, c'est la capuche derrière mon écran, et ça va être un peu limité. Si c'est se dire que quelque part, en prenant peut-être un peu d'emphase, parce que c'est un peu important de le faire, quand on protège des démocraties, en l'occurrence celle de la France. Je pense que vous voyez qu'il y a quelques sujets qui rejoignent les attaques, mais quand vous avez une contribution au fait à permettre le maintien des libertés, des démocraties, et puis le fait qu'on puisse accéder tous à tout notre environnement numérique sans être toutes les 2 secondes en panique, peut-être qu'il y a une mission plus large sur laquelle on doit effectivement nous aussi communiquer et partager. Une question, Pierre. Je vais rebondir à la fois sur Emmanuel et sur Gilles, parce qu'en fait, sans le dire, on parle beaucoup de quantité, parce que quand on dit carence de talent, moi j'entends le nombre. Pour moi, le vrai sujet, c'est la qualité. Sans être péjoratif vis-à-vis de ils sont bons, ils sont mauvais, non, c'est plutôt la qualité au sens qualitatif de quel est mon métier. Et on l'a fait chez Capgemini, on a maintenant créé une filière de 5000 personnes au niveau mondial. 90% travaillent pour nos clients et 10% protègent l'entreprise et ce que l'on fait avec nos clients, à peu près. Et on a construit une vraie filière interne avec 5 familles de rôles, ça s'appelle les rôles family. Vous êtes dans le management, vous êtes dans le conseil, vous êtes dans l'évaluation, l'audit, vous êtes dans la protection ou vous êtes dans la défense. Et il y a 25 rôles ou métiers. Moi, j'aime bien parler de métier plutôt que de rôle. Et pourquoi c'est fait? C'est tout simplement fait pour faciliter les passerelles à l'intérieur de ces filières, à de ces familles, dans les promotions verticales. Je grandis, je suis grade A, j'arrive jeune, etc. Et qu'est-ce qui se passe après, à part passer grade B dans mon rôle? Est-ce que je peux passer un coup à droite, un point à gauche, changer de famille? Quand on arrive à faire ça, Eman l'a dit dans les médias tout l'été, notre CEO, on est à plus de 25-27% de turnover dans un groupe de 350 000 personnes. Vous imaginez le bruit que ça fait tous les mois. Quand vous arrivez à réduire à 25%, ou voire en dessous de 25% d'attrition, c'est excellent. Et c'est d'autant plus important que ces personnes protègent l'entreprise et, comme tu le disais, aussi protègent nos clients surtout.
Alors, Martin, je voulais faire réagir là-dessus. Ça veut dire concrètement plus de visibilité sur ta carrière. Est-ce que la visibilité sur la carrière et la mobilité, c'est aussi des critères importants? C'est deux critères totalement différents qui ne seront pas forcément pour tous. La mobilité, ça dépend si on parle aussi de mobilité géographique. C'est à ça que je pensais. Mais... Ouais, il y a la mobilité géographique et il y a aussi, comme il en parlait, le fait de pouvoir aussi changer de poste, de travailler sur de l'audit et puis ensuite passer sur de la défense ou du management, exactement. Pour moi, l'évolution et la mobilité interne en termes de métier, c'est quelque chose, oui, d'important. Le but, c'est aussi qu'on puisse s'imaginer dans 5-10 ans, potentiellement dans la même entreprise, à un autre poste. Et aujourd'hui aussi, ma génération, on est un peu plus mobile. Je parle toujours pas de géographie, hein, mais vraiment en termes de métier que la vôtre. Ça c'est dur. Pardon. Toute la salle a comme un blanc. Mais c'est une réalité. Merci Jean-François. La parole est à Eric. Donc déjà, j'étais le manager de Martin et je suis très ému en fait de le voir avec nous. Non, c'est vrai, parce que c'est une victoire pour l'entreprise. Et je ne sais pas comment elle pour survivre à mon management, c'est sûr. Mais je voudrais dire deux choses. Déjà, on a un outil incroyable fait par le gouvernement. C'est l'apprentissage. 2, le VIE. Martin, il est venu grâce à l'apprentissage. Il a pu rester 1 an dans l'entreprise. 1 an, on a le temps de construire des choses en 1 an. On a le temps d'avoir un projet bien. Et il faut aussi, là, c'est le côté manager, il faut qu'on puisse aussi lui donner une mission qui soit valorisante, qui le valorise et qui puisse se construire par rapport. Donc, intégrer le collaborateur, non pas comme un stagiaire ou un faiseur, il faut qu'il fasse vraiment partie de l'entreprise et du projet de l'équipe. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec Martin, pour qu'il fasse vraiment partie intégrante. Et là, il est parti de l'équipe. Il y a un grand trou, clairement. Donc, on va voir comment on fait après. Déjà, je me suis réorganisé, mais il y a eu des déficiences parce qu'il n'est plus là. Deuxième partie, c'est aussi c'est la volonté du management et aussi de l'entreprise et dans ses valeurs. C'est être sûr qu'il y a une mixité dans l'entreprise avec des rôles différents. Merci. Des rôles différents et des diversités de genre et de style. Donc ça, c'est très important également. Et donc, dans mon équipe, on est moitié femme, moitié homme. Et donc ça, c'est très, très important. Et des profils qui ne sont pas uniquement ingénieurs. Des profils d'école de commerce qui ont toute valeur à être dans l'entreprise. Et dernier point, et ça, j'arrêterai après, certaines entreprises permettent la cross-fertilisation, c'est-à-dire pouvoir partir d'un métier de l'entreprise et aller vers la cyber. Et ça, moi, j'en ai besoin dans l'équipe. C'est très important, des gens qui connaissent l'opérationnel et qu'on forme à la cyber. Et ça, on a besoin de plus en plus. Alors, je voudrais revenir sur un point, maintenant que c'est ton manager qu'on vient d'écouter, je voudrais qu'on parle management. Dans les points importants quand même sur concrètement comment recruter, il y a souvent cité le fait que, alors c'est pas tant comment recruter que comment garder les talents, mais on va arriver sur le même résultat. Est-ce que, l'autre jour j'avais une table ronde sur les soft skills, est-ce que dans vos équipes, dans vos métiers, le talent de manager se développe et est-ce que c'est important pour garder les spécialistes? Ils ne veulent pas répondre. Si, allez Emmanuel. Ouais, Je réponds. je vais rebondir au clin d'œil sur le Twitter qui dit est-ce qu'il a survécu à mon management? Donc je pense que c'est le clin d'œil que je fais, c'est oui, il faut qu'il résiste au management.
Mais au-delà de ça, je pense que dans les métiers aujourd'hui, ce qu'on appelle les hard skills, donc les compétences techniques, je n'ai pas de problème, hein, ils sont tous. Hein. Mais ce n'est pas ça qu'on demande. Qu'est-ce qu'on rappelle dans les écoles d'ingénieurs ou même chez les médecins, hein? C'est les soft skills. Bonjour monsieur, vous avez un cancer, vous mourrez demain. Oui, on peut un petit peu prendre le temps de m'expliquer. Donc le rôle des managers, effectivement, c'est de travailler ce qu'on appelle les feedbacks, hein, donc soit les feedbacks purement positifs, mais aussi les feedbacks d'amélioration. C'est d'avoir une interaction régulière, d'être vigilant à leurs équipes. On a déployé, nous, un système de ce qu'on appelle de career conversation, c'est-à-dire au lieu des cycles RH, vous savez, 2 fois par an, il y a le grand moment où on fait l'entretien annuel, etc. Ça ne suffit pas. C'est tous les mois, régulièrement, je discute. Et on a tiré de cette période qu'on a vécue de Covid, où on était tous à distance, on en a retiré un certain nombre de préceptes, qui est cette proximité. On a demandé à nos managers d'être proches. Donc aujourd'hui, on est un peu dans un environnement différent, on a le télétravail, mais on garde cette volonté d'avoir des interactions régulières. Et c'est effectivement ça qui fait aussi la différence. On part souvent, on le dit, hein, pour des problèmes de management, de temps en temps pour quelques sirènes de rémunération, bien évidemment, mais on a envie de faire des choses intéressantes et on a envie d'être considéré. Ça, c'est important et c'est le rôle des managers et c'est pour ça qu'on doit aussi les accompagner et accompagner les managers des managers. Toi qui as été dans plusieurs secteurs, c'est plus dur ici qu'ailleurs ou c'est le même problème en fait? Je pense que dans tous les secteurs, les générations qui arrivent, elles sont avec un mode opératoire qui est identique. Donc j'ai travaillé dans la banque, dans le BTP, sécurité sociale et chez Capgemini. Je pense que les préceptes sont à peu près les mêmes. Donc j'ai la chance d'avoir un Tanguy à la maison, là. C'est simple, hein. Ça commence à 9h30 et puis il ne faut pas l'emmerder et lui faire une réflexion de côté parce que sinon il se barre. Ah ouais, je pense que nous, à cette époque, quand on avait son âge, on fermait nos bouches. Et on était bien content d'avoir un stage. Donc, ça a changé, l'environnement est différent. Donc moi, ce que je dis aux managers, et aux managers avec le E de féminin aussi, c'est vous ne pouvez pas agir en tant que parent, par exemple, d'une façon différente que quand vous agissez en tant que manager. Soyez cohérent. Donc je ne pense pas qu'à la maison, quand il y a un problème, vous fermez la négociation. Tu n'es pas content, je ne te parle plus. Dans le business, c'est pareil. Vous n'allez pas dire, écoute, ça ne va pas, et puis je ne te cause plus. Non, c'est un lien permanent, il faut le nouer, et c'est ça qui fait le lien avec les managers, et c'est ça qui fait qu'on a envie de rester. Jean-François Lois pour RSSI à temps partagé, formateur en cybersécurité. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit, manque d'attractivité. Ça me fait de la peine quand j'entends des gens qui veulent faire de la cyber et qui retrouvent plein d'écueils sur leur chemin. Moi, il y a un truc qui m'étonne. Alors, la question n'est pas vraiment pour vous, parce que là, on a des entreprises vertueuses, Schneider, Cap, La Poste. La problématique... Alors, je fais aussi de la formation dans des gens qui sont en évolution professionnelle vers de la cyber. Il y a quand même un truc qui m'épate, parce que la pénurie, enfin la carence de profils en cyber, on en parle quand même depuis des années. Et moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est que quand je prends les petites annonces en cyber, on cherche toujours des bac+5 avec 15 ans d'expérience, des espèces de moutons à 5 pattes. Enfin, moi, voilà, je peux pas répondre à ces annonces. Ça fait 20 ans que je fais de la cyber, je peux pas y répondre. Et j'ai une question un petit peu, parce que si vous êtes tous dans la salle, vous êtes concernés, si vous êtes venus parler de ça, est-ce que vous avez vraiment besoin que vos équipes de sécu ne soient composées que de bac+5? Et puisque tu disais, on est dans une démarche collective, effectivement, dans quelle mesure vous êtes prêts à prendre un jeune, ou pas, qui ait effectivement une certaine compétence en cyber, mais dans quelle mesure vous êtes prêts à investir sur lui pour compléter sa formation et l'accompagner pour qu'il réussisse effectivement son évolution vers la cyber? Alors, une réponse. Bonjour, Nadine Delouche, Agir Carco.
Alors, voilà, femme dans le cyber depuis plus de 20 ans. Il y en a quelques-unes, il en reste. J'ai l'impression d'être sur une autre planète quand je vous entends et quand je fais un retour arrière sur les 20 derniers mois que je viens de passer à divers points. Alors, que fait-on pour les jeunes ? Moi, j'ai un stagiaire. J'ai toujours au moins un stagiaire, quelle que soit l'année, d'écoles qui sont labellisées par l'ANSSI. Enfin, on essaye de prendre des formations sérieuses en cyber, mais on a toujours un stagiaire. J'en ai vu aucun rester. On leur fait des propositions, ils vont toujours ailleurs. Alors, ils sont souvent très intéressés par des grandes étiquettes, des entreprises qui ont peut-être une vitrine plus alléchante que la nôtre. Bon, ça c'est possible. Pourtant, comme ils sont venus dedans, ils ont vu qu'on a énormément de projets, qu'on a énormément de configurations techniques très intéressantes. Et ce qui m'amène la deuxième source d'érosion, je dirige une unité qui est spécialisée sur la gouvernance de cybersécurité. Et en fait, ils veulent tous faire de la SecOps. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'arrive pas à garder mes équipes. Je passe mon temps à former des gens, même en interne, en mobilité interne. Je les forme beaucoup. Et au bout de 3-4 ans, ils changent, ils repartent vers la sécurité opérationnelle. Ils ont beaucoup de mal à rester sur la gouvernance. Donc il y a quand même une réalité de ce côté-là. D'un autre côté, on a énormément de personnes qui sont très mobiles et qui sont sur le marché, qui sont des indépendants. Alors, avec deux catégories, on a des indépendants qui sont des vrais bons pros de différents sujets et qui sont capables de venir. Je découvre à mes dépens qu'on a aussi beaucoup, alors je vais prendre un mot très fort, mais le charlatanisme s'invite à la table aujourd'hui. On a de plus en plus des gens qui se prétendent des spécialistes. Quand on creuse un peu, ils ont une vague certification ISO 27001 et puis pas grand-chose derrière. Ils ont lu quelques pages Wikipédia. Il y en a d'autres qui sont des très bons bonimenteurs et qui arrivent à passer le cap de l'entrée. Et on met 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à s'apercevoir que c'est n'importe quoi. Mais malgré tout, on a passé 3 semaines à les onboarder et on les a perdus. Enfin, il y a des grosses difficultés. Et on a aujourd'hui, moi, ne pouvant pas staffer en interne, parce que ça fait quand même, j'ai 2 postes à pourvoir depuis 2 ans. Hein, et je reçois tous les candidats. Et je reçois n'importe quoi, souvent. Et quand je fais appel à des prestations, eh bien, dès que ça devient un peu compliqué, un peu difficile, au revoir madame, ils plient au bout d'une semaine, ils s'en vont. Alors, on se rapproche de la fin, donc je vais être obligé de conclure. Je vais te donner un mot de réponse. Je note juste, pour ceux qui étaient plus loin, qui voyaient mal, que j'ai vu tous les premiers rangs qui acquiesçaient à la partie charlatanisme et autres. Donc, je me permets juste ce commentaire. Gilles, tu voulais réagir et après, voilà, on est à la conclusion. Très rapidement, ça va prendre les réponses à plusieurs sujets. On a un vrai projet, on a un vrai sujet dans notre métier, c'est la professionnalisation de notre métier. Donc, c'est ce que tu as expliqué sur les différents rôles. Si les gens qui sont ingénieurs, Bac plus 5, on leur demande de faire de la conformité, moi j'invite à vous intéresser aux juristes qui savent très très bien, qui écrivent bien, qui formalisent bien. Il faut les former sur la partie technique, ou en tout cas les binômes. Mais donc on a un problème de profil d'organisation, c'est très, très bien défini. Il y a différents métiers qui ont rien à voir, et en fait on utilise des gens pour faire d'autres, et vice-versa. Donc on a ce sujet-là, on a le sujet des parcours de certification, de sérieux, et la quantité n'empêche pas la qualité, hein, donc la qualité d'abord et la quantité après, donc il y a ce sujet-là, et puis accompagner, s'il y a de nombreux, enfin en tout cas acteurs de la cybersécurité qui veulent aller vers du freelancing, c'est l'accompagner et leur permettre de garder, être aussi sérieux, d'être validés comme tous les autres fournisseurs. Mais on a un sujet de professionnalisation, c'est clair, dans notre métier. Alors, je vais être obligé de conclure parce que sinon, voici qu'ils ont déjà ouvert la porte. Mais on va prendre 1 minute pour conclure. On a vu qu'il y avait à la fois des choses à faire au niveau de la filière et au niveau de l'entreprise. Donc, si je vous demande un peu votre message fort, la chose que vous voulez qu'on retienne, chacun de vous, je vous donne une chose à ne pas, pour marquer les esprits. Gilles, vas-y. Alors, une seule chose, il faut que la filière s'organise pour faire ça en priorité numéro 1.
Voilà, c'est un plan d'urgence à mettre en place sur tout ce qu'on a dit sur l'excellence de notre filière. Et c'est un plan numéro 1. Les projets industriels, très très bien, mais la première chose, c'est les talents. Martin, ton mot de la fin. Pour moi, une des choses à faire en priorité, ce qui m'aurait concerné un peu plus, c'est la démystification de ce métier-là dans les écoles. Pas forcément le plus jeune âge, hein, pas besoin d'aller à l'école primaire, mais collège, lycée, et d'ouvrir le monde de la cybersécurité en parlant de tous les métiers qu'il y a dedans, et pas forcément, comme ça a été fait remarquer plusieurs fois aujourd'hui, pas forcément que la partie opérationnelle, pentest, mais tous les métiers qui englobent la cybersécurité. Emmanuel, ton message fort. Au-delà de venir dans mes équipes, évidemment, vous ne l'avez pas fait, mais vous l'avez tellement pensé fort. Que tu allais le dire, oui. Ben oui, je le dis, ça permet d'être clair. Je pensais à quelque chose. La cooptation, c'est hyper puissant. Je veux dire, si aujourd'hui on a du mal à recruter, l'expérience que j'en ai au sein des équipes, on est à quasiment 30% de cooptation. Ça veut dire que ce sont nos collaborateurs, nos collaboratrices, qui vont nous dire « regarde, lui, je te le présente, lui ou elle, et lui, tu vas le recruter. » Et ça, c'est un élément extrêmement fort dans le recrutement. Et je donne juste un deuxième petit sujet pour rebondir sur ce que vous disiez, madame. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est que sur un marché pénurique, des recruteurs aussi, c'est le tandem recruteur-manager pour que les deux soient capables de s'alimenter et que quand on fait le recruteur connaisse bien les subtilités et les passerelles, etc., et puisse identifier la bonne personne. Parce que le premier acte qui va être important, c'est le moment où on va choisir et on va commencer la discussion et on va la valider pour l'embauche. Et après, heureusement qu'on a des périodes d'essai quand on se fait piéger, parce que ça peut arriver. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous. Merci. Merci.